Eh bien, je suis professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Bordeaux-Montaigne, avec une carrière finissante, largement consacrée à l'histoire de l'architecture, d'où ce volet patrimoine dans mes recherches et mon travail, et donc portant surtout sur le 19e siècle et le premier 20e siècle, avec des travaux également sur l'art colonial, sur bien d'autres sujets, mais dans le cadre du patrimoine, c'est un travail qui m'a amené non seulement à être historien, mais aussi, parce que le patrimoine le suscite, à être quelque peu militant sur certains patrimoines négligés dans le domaine qui est le mien, l'histoire de l'art ou l'histoire de l'architecture. Alors, c'est une longue histoire personnelle, hein, d'une certaine manière, et que je dois peut-être expliciter quelque peu, parce que d'abord, pourquoi s'intéresser au patrimoine juif, hein, quand on n'est pas juif soi-même, que j'ai découvert le judaïsme à la suite d'un mariage, comme on dit, mixte, et il me semblait évident que je devais connaître la culture de mon épouse, femme juive née en Tunisie. Alors, ça a d'abord commencé par un travail sur le patrimoine juif en France, ce qui me semblait absolument essentiel à faire puisqu'il n'était pas réalisé. Quand je me suis intéressé à cette question dans les années 80, il y avait très très peu de travaux, il y avait un petit peu d'intérêt dans les institutions patrimoniales françaises, ça commençait à frémir un petit peu, mais il n'y avait aucun livre, aucune étude des grandes synagogues de France. Donc je m'y suis attaché et j'y ai consacré une bonne partie de ma carrière, jusqu'à ce que mon épouse me dise un jour, mais écoute, les synagogues de France, d'Europe, des États-Unis, parce que j'avais étendu évidemment mon champ de recherche, c'est très très bien, mais si on allait voir les synagogues de Tunisie. Alors c'est là où évidemment le projet prend une dimension très personnelle, parce que pendant 7 ans, nous avons quadrillé, nous sommes partis en Tunisie pour connaître ce patrimoine, nous y reviendrons certainement, mais pour moi au départ il y avait une forme de difficulté, c'est-à-dire le monde arabe, la langue, tout cela m'échappait. Quand j'étudie une synagogue en France, je dirais, dans un cadre familier, un cadre administratif, un cadre historique, les architectes, je les connais. Se lancer tout à coup dans le patrimoine juif dans un pays du monde arabe ou islamique, au départ m'effrayait un peu, mais la motivation personnelle était tellement forte qu'il m'est apparu qu'il fallait que nous fassions ce projet ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé, d'abord à voyager et puis à entrer dans l'approche de cette question, et je me suis bien sûr passionné parce que c'est une question, alors là encore, complètement vierge d'une certaine manière comme sujet, mais aussi avec cette dimension personnelle, identitaire. Nous réalisions tout d'un coup que nous avions la chance d'aller dans des lieux, de découvrir, parce qu'on avait véritablement fait des découvertes, des synagogues et du patrimoine juif dans des cadres oubliés, car la plupart des communautés ont disparu, ou bien même, je dirais, négligé à un point que plus personne ne sait que c'est du patrimoine juif. Or, redonner un sens au patrimoine, c'est lui redonner une histoire, c'est le réinscrire dans une histoire globale. Et ce projet a rencontré beaucoup de soutien, globalement. Alors, dans le cadre de la Tunisie, j'ai vu quelques autres pays, je connais quand même quelques autres pays, mais le travail a surtout porté sur la Tunisie. Et donc, je disais, il a rencontré un certain soutien et un encouragement pour ma femme et moi à le mener jusqu'au bout, de manière sans doute excessive, mais j'ai bien compris aussi au bout d'un moment que faire 25 voyages en Tunisie était une bonne chose pour mon épouse, qui à travers cela redécouvrait le pays qu'elle avait quitté enfant et qu'elle s'appropriait d'une certaine manière, mais en même temps elle contribuait à construire une mémoire qui est très lacunaire, quelles que soient, je dirais, les communautés ou même mes collègues universitaires tunisiens qui de temps en temps ont la mémoire courte.
Alors, la question de savoir depuis quand il y a des synagogues dans le monde arabe, je dirais, nécessite une précaution, car il y a des synagogues, en particulier au Maghreb, et ne parlons pas de l'Égypte, qui est évidemment un pays essentiel pour le développement de l'histoire juive et des synagogues, bien avant les Arabes, puisqu'il y a des traces archéologiques en Tunisie, par exemple, à Amamlif, à Kélibia. Et pour revenir à l'Égypte, qui est évidemment un pays absolument essentiel, les Juifs y sont installés très très tôt, et on a une quarantaine de synagogues à Alexandrie, bien avant la naissance de Jésus-Christ. C'est là qu'on traduit d'ailleurs une des versions de la Bible en grec, c'est à Alexandrie. Donc il y a évidemment une présence de la synagogue très tôt dans le bassin méditerranéen. On peut dire peut-être un mot de la naissance de la synagogue, parce qu'au départ, il n'y a pas de synagogue, il y a un temple à Jérusalem, mais c'est sans doute avec l'effet de l'exil à Babylone et l'habitude que les Juifs prennent de se réunir pour lire le texte biblique, la Torah, qui donne naissance à la synagogue. Et lorsqu'ils reviendront, lorsqu'ils se réinstalleront à Jérusalem, mais qu'ils auront déjà aussi une diaspora, c'est-à-dire ils seront déjà très très dispersés à travers le bassin méditerranéen, mais aussi le Moyen-Orient, ils garderont cette habitude de lire les textes en assemblée, et c'est ainsi que naît la synagogue, dont le nom d'ailleurs, Beth Knesset, maison d'assemblée, est tout à fait typique de cette fonction. Ce qui est intéressant, c'est que même si on reconstruit le second temple, même s'il y a de nouveau les rituels du temple, la tradition de la synagogue se met en place, et on sait très bien par exemple qu'au temps de Jésus-Christ, dans les évangiles, il y a des allusions à cela, il y a des synagogues, pourtant il y a aussi le temple. Et puis, alors évidemment, quand les Juifs sont exilés totalement de Palestine, doivent quitter tout ce monde, eh bien ils vont partir avec leurs textes et la tradition de la synagogue. Ce qui explique que très tôt on en est en Égypte, on en trouve des traces dans absolument tout le bassin méditerranéen sur le plan archéologique. Dans le monde, lorsque la conquête arabe se produit, il y a déjà des Juifs sur place, et puis il y aura beaucoup de circulation, et donc il y a évidemment des synagogues au Yémen, il y a des synagogues en Égypte, en Libye, enfin tout autour du bassin méditerranéen, même sur la partie nord aussi, en Turquie et tout cela. Donc il y a vraiment une grande diffusion et une présence très ancienne des synagogues. Lorsque l'islam s'installe, les Juifs bénéficient, peut-être avec quelques guillemets pour bénéficier, mais du statut de dhimmi, et donc ils peuvent conserver leur synagogue. Peut-être doivent-elles être discrètes, on ne peut plus si aisément en construire de nouvelles, mais elles existent, elles sont là. En termes de patrimoine, malheureusement, mis à part peut-être un peu au Caire, avec la synagogue Ben Ezra, qui elle-même, je dirais, dont l'histoire elle-même est déjà, je dirais, très significative, puisque en fait c'était une église copte, qui était transformée ensuite en synagogue, qui est ensuite agrandie, ce qui montre à la fois la simplicité avec laquelle les Juifs peuvent installer leur synagogue dans un édifice préexistant, et par ailleurs aussi le fait que ces synagogues vont se maintenir dans le monde musulman sans véritablement de problème. Également aussi parce que la synagogue est toujours assez discrète. Il n'y a pas d'architecture juive spécifique. Il n'y a pas, alors que le judaïsme a de très nombreuses règles pour la vie quotidienne, pour les rites et ainsi de suite, il n'y a pas de règles sur l'architecture. Il n'y a pas de forme imposée. C'est une simple pièce dans laquelle on peut disposer une armoire, une arche sainte dans laquelle il y a le texte biblique. Et tout peut servir de synagogue. D'où la plasticité, si vous voulez, de cette fonction de la synagogue fait qu'elle a pu s'intégrer partout, et que de cette manière, vous trouverez des synagogues qui vont ressembler à des pagodes en Chine, des synagogues qui ressembleront à des maisons méditerranéennes ou à des mosquées, quand la mosquée va aussi élaborer sa propre architecture, car je crois que là, sur ce plan, les fonctions sont très très proches, et puis des synagogues monumentales en Europe au XIXe siècle, avec des tours, des pignons extraordinaires, parce qu'on fait les édifices religieux de cette manière en Europe. Pour revenir au monde arabe, eh bien, on a malheureusement
très peu de traces sur les synagogues anciennes. On a quelques synagogues sans doute du XVIe, XVIIe siècle, alors au Maroc, en Syrie, évidemment, alors là, il y a une synagogue très ancienne qui remonte au IXe siècle et qui est tout à fait extraordinaire, avec une cour, avec sa théba, c'est-à-dire le lieu où on fait la lecture qui est placé dans la cour. On a une structure de mosquée, mais nous sommes aussi dans une ville où, de toute façon, les structures, tant de mosquées que d'églises, ont été inspirées de la basilique antique. Donc, il y a une filiation, et la synagogue se coule sans aucun problème dans cette architecture-là, dans le monde arabe. Il n'y a pas véritablement donc de spécificité de l'architecture, d'où la capacité d'adopter les formes vernaculaires et de s'intégrer de manière assez poussée. Et puis une tradition également qu'il convient de rappeler, c'est qu'assez souvent, les synagogues sont modestes et peuvent être même familiales et sont intégrées aux demeures. Elles peuvent très bien se trouver au deuxième étage d'une grande demeure, d'un palais, comme c'est le cas à Fès. Par exemple, on a des exemples anciens, 16e, 17e, 18e. La synagogue Ibn Danan, par exemple, qui a été restaurée il y a quelques années, n'est absolument pas visible de l'extérieur. C'est un espace intégré à un ensemble, je dirais, familial plutôt que communautaire. De temps en temps, ce sont des ensembles communautaires, comme on en trouvera un peu plus tard. Mais donc, il y a une grande facilité à intégrer la synagogue dans l'espace de la ville musulmane. Ce n'est pas du tout un problème. Alors, les synagogues étaient donc très discrètes, complètement intégrées, je crois, sans qu'il y ait uniquement la question de la dimitude qui joue. Et il faut comprendre que c'est inscrit dans l'esprit même de la synagogue d'être discret, d'être intégré, parfois à un espace communautaire, voire à un espace familial. Mais il est remarquable tout de même que dans certaines villes, on ait construit des synagogues tout de même assez importante pendant la période donc, où les États du monde arabe étaient indépendants de la colonisation, car ça va être un grand tournant, la colonisation. Et donc on peut rappeler, bien sûr, j'ai déjà rappelé quelques synagogues du Caire ou des synagogues qui ont été construites en Tunisie, par exemple, lorsque les Morisques, en 1610, reviennent d'Espagne, enfin, ils sont accompagnés par une communauté juive qui immigre avec eux, et dans la ville de Testour, par exemple, en Tunisie, il est très intéressant de voir que c'est une ville donc, qui est lancée, créée en grande partie par donc, des juifs originaires de la péninsule ibérique, mais qu'avec eux, il y a des juifs, et donc il y a un quartier juif, et il y a une synagogue qui est construite à ce moment-là, dont on n'a malheureusement plus que quelques éléments, car elle s'est écroulée il y a une vingtaine d'années, mais il n'empêche que ça atteste, si vous voulez, qu'on avait des synagogues d'une certaine importance dans des villes en Tunisie, au Maroc. Bien sûr, j'en ai déjà cité quelques-unes. La synagogue Al-Fayin, par exemple, existe toujours et elle est vraiment importante au plan architectural. Mais la grande mutation va s'opérer surtout au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord aussi des communautés qui deviennent florissantes, mais c'est aussi l'influence de l'Europe. Et l'influence de l'Europe arrive même avant la colonisation, car certains pays comme le Maroc ont été colonisés seulement en 1912. D'autres, finalement, très tard aussi, comme la Libye. Mais il n'empêche que le modèle européen tend à se répandre et qu'il y a aussi circulation des Juifs et l'envie parfois de construire des synagogues un peu plus monumentales pour montrer la place de la synagogue dans la ville. C'est ce qui se produira dans quelques villes tunisiennes. Dès le XVIIIe siècle, il est certain, par exemple, qu'une très très belle synagogue qui se trouve à Moknine en Tunisie, remonte au XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Or, c'est une synagogue qui, même si elle est invisible de l'extérieur, parce qu'elle est complètement intégrée dans le quartier des orfèvres, des bijoutiers, puisque ce sont les Juifs qui, dans ces pays, occupent cette fonction d'artisanat, eh bien, elle est quand même très belle, somptueuse, avec des chapiteaux sculptés. Enfin, on voit qu'il y a un désir et je dirais, d'ostentation un petit peu architecturale qui commence à apparaître.
Le modèle européen va surtout se répandre, évidemment, avec la colonisation, et là, ça va être un véritable bouleversement. Car les Juifs se trouvent dans une position délicate. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, autochtones. Ce sont des Juifs qui sont là peut-être depuis 1000 ans pour certains. Mais la colonisation va leur offrir, en quelque sorte, une émancipation qui était en route dans certains pays. Je pense à la constitution tunisienne, qui n'a pas attendu la colonisation pour donner le statut de citoyen aux Juifs. Mais il n'empêche que cette manière, si vous voulez, de leur proposer, en quelque sorte, d'entrer pleinement dans la société, va se traduire sur le plan religieux par le souci de créer des synagogues qui soient le symbole, justement, de cette émancipation et intégration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le même phénomène en Europe. Autour de la Révolution, en Europe occidentale, les synagogues sont cachées, sont dans des petites rues de villages. Avec la Révolution, avec le statut de citoyen, les Juifs veulent quitter ces vieux édifices et veulent construire des synagogues très souvent monumentales. Et on aura des synagogues monumentales à Strasbourg à la fin du XIXe siècle, des choses absolument énormes, des choses très très symboliques et qui tiennent leur place dans la ville. Alors, dans le cadre des pays du monde arabe qui ont été colonisés, il n'y aura jamais une telle ostentation. Mais il n'empêche que les Juifs vont avoir à cœur de construire des édifices qui attestent en quelque sorte de leur évolution, voire de leur francisation, puisque on va peut-être parler d'un certain nombre de pays qui ont été francisés, surtout dans le Maghreb, et de leur francisation à travers l'architecture. Il faudrait mettre à part, évidemment, le cas de l'Algérie, car là, en Algérie, la colonisation a donné lieu à des constructions, au départ, de synagogues qui sont quasiment les mêmes qu'en Alsace, ce qui est quelque chose d'assez aberrant, mais parce qu'on a une vision de la colonisation, je dirais, que je dois qualifier de caricaturale, on ne peut pas dire ça autrement, c'est qu'on voudrait imposer en quelque sorte les modèles français en Algérie. Heureusement, il y aura une certaine évolution, mais on tombera parfois aussi dans une sorte de travers, je dirais presque, c'est l'orientalisme. Faire de l'orientalisme au Maghreb ne me semble pas particulièrement judicieux. La grande synagogue d'Alger, qui est inaugurée en 1865 après pas mal de débats, de problèmes, tout en bas de la Casbah, dans l'ancien quartier juif, donc vraiment où il y a bien sûr d'anciens oratoires et anciennes synagogues juives, mais qui vont disparaître dans les travaux d'aménagement du quartier. Eh bien, cette synagogue est alors calquée, singée sur une église byzantine qui elle-même a donné naissance aux mosquées. Alors, d'une certaine manière, on a des édifices qui semblent s'intégrer dans le contexte musulman, mais qui, à mes yeux, sont souvent une vision orientaliste, alors, mais orientaliste au sens d'Edouard Saïd, de l'orientalisme et d'une vision européenne de l'Orient que l'on projette sur les Juifs. Et les Juifs eux-mêmes sont un peu mal à l'aise parce qu'ils sont tiraillés entre ces deux cultures. Il y a la séduction de l'Europe, il y a l'attirance évidemment vers toutes les possibilités que leur donne l'intégration dans la culture française par l'école, par le lycée, ensuite évidemment sur le plan économique, sur le plan intellectuel. Enfin, ils vont évidemment, je dirais, s'épanouir dans ces différents pays colonisés, mais avec, je vous dis, cette double appartenance qui leur sera, je veux dire, un peu fatale au moment des indépendances. La plus grande synagogue qui ait jamais été construite en Afrique du Nord l'a été à Oran, entre 1880 et 1918. Alors c'est une synagogue orientaliste sur un plan d'église. Vous voyez comment on mélange tout, c'est un plan d'église, mais c'est une synagogue orientaliste avec des coupoles. On comprend d'une certaine manière, au point de vue des formes et des espaces, qu'à l'indépendance, en Algérie, on n'est pas hésité à transformer toutes ces synagogues en mosquées. Il a suffi, par exemple, à Alger, de mettre un petit minaret à la place d'un petit dôme, et on a de cette manière, je dirais, des mosquées donc, qui ont été ouvertes dans les anciennes synagogues. Certains pays n'ont pas souhaité faire cette transformation, mais je pense qu'en Algérie, la difficulté de la guerre, de la décolonisation et le fait qu'il y avait eu des mosquées transformées en églises, je pense que tout cela a dû jouer un peu dans ce paradoxe qu'il y a peut-être à transformer donc une synagogue en mosquée.
Dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Égypte, eh bien, ce sont les modèles qui se répandent dans tout le monde ottoman et dans tout le monde, je dirais, méditerranéen qui se développe. On a encore des traces. À Beyrouth, par exemple, la grande synagogue de Beyrouth ou bien la grande synagogue d'Alexandrie répond absolument à un type qui est presque néoclassique, et qui est vraiment, à mon avis, le symbole de la colonisation et du fait qu'on va transformer les Juifs, donc très souvent autochtones, je l'ai dit, depuis peut-être 1000 ans, dans des, je dirais, en des personnes très attirées, voire complètement acquises à la culture européenne. Ils vont aussi se mettre à parler français, même en Égypte, à cause de l'alliance israélite universelle en particulier. Et de ce fait, les synagogues vont se différencier de plus en plus du contexte et ressembler à des synagogues européennes. Et je disais tout à l'heure, ce sera une difficulté indéniable parce que malheureusement, j'ai entendu de temps en temps des gens qui pensaient que les Juifs étaient arrivés avec les colons français, avec la colonisation, ce qui est évidemment une monstruosité historique, mais qui peut s'expliquer par le fait que, d'une certaine manière, les Juifs et les synagogues en sont un bon reflet, ont choisi de s'ancrer dans la culture européenne. Il ne faut pas oublier également que des Juifs européens arrivent. C'est le cas, bien évidemment, en Algérie, par exemple, lorsque des Juifs alsaciens débarquent et se construisent une synagogue qui va leur rappeler plus l'Alsace que l'Algérie. C'est le cas aussi en Tunisie, où depuis le XVIIIe siècle en particulier, il y a des Juifs italiens, que l'on appelle les Juifs livournais, qui vont marquer toujours la différence avec les Juifs considérés comme arabes, les Twensa, de manière, si vous voulez, à se différencier et à rappeler qu'évidemment, ils sont d'origine, alors, non seulement italienne, mais avant espagnole, ce qui est une véritable noblesse dans le judaïsme. Donc vous voyez, la complexité de ces histoires a pu expliquer une incompréhension du patrimoine juif. Pourtant, les Juifs, dans certaines régions, avaient une capacité absolument étonnante, tout comme toujours, à intégrer les nouveautés. Je pense en particulier à l'ensemble de synagogues de Djerba, qui est totalement exceptionnel, et qui a, je dirais, comment dire, concilié eh bien, la tradition vernaculaire, on a des architectures qui ressemblent fort à des mosquées, et on est aussi en monde ibadite. Les synagogues ibadites sont déjà aussi très originales, très particulières, modestes, et les synagogues, je dirais, reprennent un peu ces modèles-là, non seulement à Djerba, mais même aussi en pays berbère. Je pense à une synagogue extraordinaire à Tamezret, par exemple, mais aussi les apports des techniques coloniales, le ferraté, des choses comme ça, et ils vont se les approprier et être capables de construire des édifices vraiment de très très grande qualité et avec une dimension symbolique, une dimension, je dirais, religieuse très très forte. Alors, le patrimoine juif dans le monde arabe est tout de même, il faut bien le reconnaître, en assez mauvaise situation, sauf quelques pays. Mais si on fait le tour des pays du monde arabe, évidemment, il ne reste dans certains quasiment plus rien, parce qu'il y a une forme d'éradication de la présence juive, je pense à la Libye par exemple, alors qu'il y avait là évidemment un patrimoine aussi très ancien, et puis des synagogues de la période italienne qui ont été très malmenées, quelques-unes sont en ruine. Dans d'autres pays, il y a eu une préservation, je dirais peut-être aussi que la décolonisation s'étant produite de manière moins douloureuse, les Juifs ont moins subi ce rejet. Car c'est là un problème profond du sens, justement, même de ce patrimoine juif en terre d'islam. C'est qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, parce que le patrimoine n'a d'intérêt qu'aujourd'hui. Les éléments historiques, les pierres, c'est très bien, ça peut une dimension même d'érudition qui peut être intéressante, mais ce qui importe, c'est ces pierres qui sont présentes, ces lieux qui sont présents, qui sont maintenant, la plupart du temps, vides. Quelle signification ils ont et pour qui? Il y a là donc vraiment une difficulté parce que donc, une grande partie du patrimoine juif dans les pays du monde arabe ont disparu. Mais il reste beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Je peux en attester par cette expérience que j'ai évoquée justement en Tunisie, où nous avons visité quasiment toutes les villes de Tunisie, pour
recherché des traces, et nous en avons beaucoup trouvé. Il y a environ 80 synagogues qui existent encore en Tunisie. Personne, avant notre travail, ne pouvait imaginer cela. Mais parce que nous avons été partout, premièrement, mais ensuite parce que nous avons vraiment cherché dans des endroits où ce sont devenus des demeures privées, ce sont devenus, en Tunisie, c'est jamais devenu des mosquées, c'est plutôt des lieux culturels ou sociaux, par exemple des maisons de la femme, des endroits comme ça. Mais très vite, la population locale, et c'est pour ça que d'ailleurs nous adressions toujours à des vieillards, mais la population locale et surtout les jeunes oublient que c'était une synagogue. L'exemple que je voudrais donner, c'est une magnifique synagogue de la reconstruction en Tunisie, à Bizerte, qui est devenu un énorme bâtiment. Personne ne peut le rater dans Bizerte. C'est devenu la bibliothèque régionale, c'est-à-dire c'est un bâtiment énorme. Eh bien, de nombreuses personnes ignorent que c'était la synagogue. Alors évidemment, ça a été la synagogue pendant 4 ans, vous imaginez, on l'a reconstruit juste après, et puis arrive 56, puis surtout peut-être encore plus que 56, 61, 62, qui vident la Tunisie d'une grande partie de ses juifs. Donc il y a là vraiment, je crois, une question de reconnaissance de ce patrimoine, et lorsqu'il existe, de le préserver. Alors certains pays, je le disais, il y a des exceptions. Il y a en partie, à mes yeux, 2 exceptions principales, qui sont le Maroc et la Tunisie, qui ont conservé un important patrimoine juif, mais qui ont même conservé encore des communautés, d'une certaine manière. C'est très significatif. Dans le cadre du Maroc, par exemple, le roi a également beaucoup joué, enfin le roi, son père et l'actuel, ont beaucoup souhaité préserver le patrimoine juif. Il y a un musée juif à Marrakech et un certain nombre de synagogues ont été restaurées, mais ce qui est particulièrement remarquable, ça je tiens à le signaler, c'est que la plupart des cimetières juifs du Maroc sont en très bon état, sont entretenus, et pas seulement parce qu'il y a encore une communauté tout de même un peu à Casablanca. Oui, le musée, il est à Casablanca, il n'est pas à Marrakech, j'ai fait une boulette. Donc, mais que les cimetières soient entretenus est quelque chose de remarquable. Ce n'est pas vraiment le cas en Tunisie, par exemple, où quelques synagogues ont été restaurées. La synagogue du Caire, la grande synagogue de Tunis a été restaurée par l'ex-président Ben Ali en deux phases. D'abord l'intérieur, car elle avait été assez malmenée en 1967, évidemment en lien avec les guerres israélo-palestiniennes, et puis ensuite, au début des années 2000, tout l'extérieur a été restauré remarquablement. Et je dirais, quand j'insiste sur ce point, par exemple, toutes les étoiles de David qui sont sur la façade en frise avaient disparu sous les crépis. Eh bien, la restauration a remis au jour et remis en place ces étoiles de David qui sont pourtant perçues dans le monde arabe comme un symbole terrible puisque désormais c'est Israël. Hein, j'oublie évidemment que ce symbole a existé avant Israël, voire qu'il était partagé par une grande partie du monde méditerranéen et de cette manière on pourrait presque se dire, il est arrivé que parfois on les fasse disparaître à d'autres endroits, mais on pourrait presque se dire que là il y a vraiment une reconnaissance d'un lieu qui est juif. Alors, bien sûr, c'est Tunis. Bien sûr, la dimension politique de cette restauration saute aux yeux. Mais il n'empêche que ces édifices sont en place. Donc on a restauré également, je disais, le Kef. Il y a un certain nombre de synagogues qui sont encore en assez bon état en Tunisie, même si, malheureusement, elles ne sont plus utilisées. Alors, quel sens a ce patrimoine, les éléments qui restent, si vous voulez. Alors, ce serait vrai aussi à Beyrouth pour la synagogue de Beyrouth, ce serait vrai aussi au Caire pour la synagogue Ben Ezra. Elle est devenue un véritable monument historique. Elle est tellement ancienne, elle est tellement importante et remarquable sur le plan architectural qu'elle est intégrée en quelque sorte aux éléments, je dirais, patrimoniaux, touristiques, sans aucun problème. Mais assez souvent, ce patrimoine n'est pas toujours remarquable. Et pourtant, il est tellement profondément significatif. Sa présence dans une ville du monde arabe, sa proximité parfois avec la mosquée principale. Je pense à la petite ville de Nabeul, où il y a la grande mosquée au centre de la ville ancienne, qui était le souk,
Mais les Juifs n'ont jamais quitté le souk, même pendant la période européenne. Les synagogues sont tout près, sont à l'intérieur des petites ruelles du souk. Évidemment, elles n'ont pas de caractère monumental très important, mais il y a là, je dirais, une dimension symbolique très très forte sur un mode de vie qui a existé dans le monde arabe entre Juifs et musulmans, qui est encore attesté par ces synagogues et que je crois qu'il faut justement préserver dans cet esprit de rappeler une histoire, la présence multiséculaire, si ce n'est parfois millénaire, des Juifs dans ce monde-là, une coexistence qui a eu ses troubles, ses heurts et ses périodes noires, hein, c'est absolument indéniable, mais qui a produit une culture qui n'est pas reconnue. Parce que j'ai dit au début de cette présentation que j'avais d'abord travaillé sur les synagogues d'Europe, des États-Unis, et ainsi de suite. Évidemment, au regard des grandes synagogues extraordinaires de ces pays-là, bien des synagogues du monde arabe sont très modestes et architecturalement ne présentent pas, je dirais, des caractères spécifiques, remarquables. Mais pour autant, et c'est ce qui a rendu pour moi le travail très passionnant, que de passer de ces édifices un peu historicistes, pompeux, à des édifices parfois plus modestes, c'était de comprendre tout d'un coup autre chose de la vie des Juifs dans ce pays-là, de la culture judéo-arabe qui s'était construite et qui est encore tellement proche de nous et que ma femme, si vous voulez, dont ma femme elle-même est porteuse. Eh bien, ces édifices-là sont le symbole de ce monde judéo-arabe et d'une symbiose culturelle qui est absolument indéniable, mais que les drames, si vous voulez, de la décolonisation, puis évidemment ensuite des guerres israélo-palestiniennes et de l'instrumentalisation de la cause palestinienne par certains pays, ont amené, si vous voulez, à rejeter une part de cette culture, une part de cette population d'abord, puis ensuite une part de cette culture, alors que c'est une composante essentielle de, je dirais, du monde arabe d'aujourd'hui. Le livre que ma femme et moi nous avons écrit sur ces synagogues de Tunisie se termine sur une conclusion où il y est question d'un patrimoine partagé. Parce que bien évidemment, si le patrimoine juif des pays du monde arabe n'intéresse que les communautés juives issues de ce monde arabe, les Égyptiens vont essayer de préserver la synagogue d'Alexandrie, les Tunisiens celle de Tunis, ça n'a presque pas de sens. Ça n'a presque pas de sens s'il n'y a pas une forme, j'ai bien une forme d'appropriation, il ne s'agit pas de négation, bien sûr, par l'appropriation, mais une forme d'appropriation par les populations qui sont conscientes de leur culture, de leur histoire, de leur identité multiple, de ce patrimoine qui est un témoin. Parce qu'attention, il y a un tas d'autres pays où les synagogues ont disparu. Si on se tourne vers l'Europe de l'Est, là aussi, il y a eu tellement de choses qui ont disparu. Mais il y a un travail indéniable de reconstruction de cette mémoire, de transmission d'un certain nombre d'édifices symboliques. Et je crois que le travail doit être fait aussi pour le monde arabe. Mais Européens, Américains, Israéliens, ainsi de suite, sont aussi un peu responsables, car ils ont souvent méprisé le patrimoine juif du monde arabe. Une anecdote significative, lorsqu'une cinéaste a été chargée par Arte de réaliser un film sur les synagogues du monde, alors elle pouvait en choisir 7 ou 8 à peu près, son premier choix, il n'y avait que des synagogues. Alors il y avait Jérusalem bien évidemment, mais c'est pour une autre raison, mais son premier choix n'était que des synagogues en Europe et aux États-Unis. Heureusement, elle s'est adressée à moi comme étant un des spécialistes de la question en France, et j'ai pu la convaincre d'aller tourner à Djerba. Parce que Djerba est un lieu totalement exceptionnel. Et du coup, à côté de Budapest, à côté de Venise et d'Amsterdam, eh bien, il y a Djerba. Et pour moi, c'est une valeur très symbolique, si vous voulez, et ce n'est pas cette fois dirigé vers le monde arabe, mais dirigé vers le monde européen, américain, les savants, les chercheurs, et ainsi de suite, qui ont parfois une forme de mépris pour la culture judéo-arabe, qui a laissé un patrimoine, mais évidemment moins prestigieux, moins pompeux que celui qu'on peut trouver dans les grandes capitales européennes. Alors, qu'en est-il aujourd'hui dans le monde arabe, dans les différents pays donc, du monde arabe? Parce qu'à chaque fois, évidemment, d'un pays à l'autre, la situation est assez foncièrement différente.
chez les édiles, dans les ministères, il y a souvent un intérêt pour le patrimoine juif, alors, qui porte, je dirais, sur deux terrains. Il y a un terrain qu'on va voir très rapidement, qui est économique et touristique. Je pense, par exemple, à la Tunisie, le pèlerinage de l'Agrippa, ou bien l'idée qui a émergé plusieurs fois de faire du tourisme culturel, avec une composante religieuse, où l'on pourrait évidemment non seulement voir ces magnifiques mosquées, mais aussi justement des synagogues. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'air, mais qui a du mal à se réaliser. Les deuxièmes, je dirais, terrains sur lesquels se fait un certain travail, bah, c'est plutôt alors, je dirais, des initiatives personnelles, des initiatives locales, qui font qu'il n'est pas rare qu'une ville ou une communauté, les habitants d'une ville souhaitent préserver un élément de patrimoine juif comme témoin. Et ça, c'est très très important. Malheureusement, ils sont souvent un peu en difficulté, car, disons-le quand même, dans beaucoup de pays du monde arabe actuellement, le patrimoine en général est en difficulté. J'ai été parfois profondément meurtri de voir l'état du patrimoine musulman lui-même, parfois. Hein, des mosquées qui ne sont pas, comment dire, dans l'état où elles devraient, vu leur ancienneté ou leur qualité. Alors, il y a aussi un travail qui se fait, mais donc, je pense que la question du patrimoine dans les pays du monde arabe tient peut-être aussi au statut du patrimoine. Nous avons une vision tellement européocentrée, tellement occidentale du patrimoine, que nous voudrions qu'il soit partagé en quelque sorte par le monde entier. D'où par exemple des projets comme le patrimoine mondial, hein. Le label patrimoine mondial. Très bien, mais c'est tout de même une vision très européenne, très monumentale de la préservation, qui n'est pas toujours adéquate je dirais, au caractère assez fragile, assez modeste de nombreuses formes de patrimoine. Et là, j'ai beaucoup parlé synagogue et architecture, mais il y a d'autres formes de patrimoine qui se sont transmises, mais dont il faudrait quand même qu'on les identifie mieux. Je pense par exemple à la bijouterie. Il est indéniable que dans les pays du monde arabe, une grande partie de la bijouterie et des modèles de bijouterie ont été élaborés par des juifs. Eh bien, il y a assez peu de pays qui mènent des études où je dirais même des bijoutiers d'aujourd'hui qui ont cette conscience qu'ils partagent. Hein, alors, j'ai un exemple très précis en tête, c'est celui de Moknine, où les modèles d'un bijoutier juif ont été donnés à un bijoutier musulman qui continue à les produire. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est, je dirais, la preuve de la profonde symbiose de cette culture judéo-arabe. Oui, mais de temps en temps, à certains endroits, on l'occulte. Alors que quelques études suffiraient à montrer l'importance de la contribution des Juifs à la culture arabe en général et à la culture judéo-arabe évidemment, mais à toute la culture de ces différents pays. Sur le plan politique, malheureusement, les initiatives sont aussi fréquemment freinées ou quelque peu gênées par la question des relations avec Israël. Il y a à la fois, de la part du pays d'Israël lui-même, une tendance parfois à s'approprier ce patrimoine-là, je ne dirais pas en niant qu'il est judéo-arabe, mais en minimisant cette dimension judéo-arabe. Et dans les pays arabes, la peur, en quelque sorte, d'être taxé peut-être de sympathie pro-israélienne parce qu'on sauvegarderait une synagogue ou parce qu'on mettrait en valeur l'artisanat, la bijouterie, et ainsi de suite. Ça me semble assez absurde, mais évidemment, ce sont des instrumentalisations politiques auxquelles on échappe très, très, très difficilement. Ce qui fait que les projets, par exemple, d'études ou de sauvegarde du patrimoine juif en pays arabes sont presque systématiquement des initiatives américaines ou européennes. C'est bien, évidemment, et s'ils ont des moyens pour contribuer, on peut s'en réjouir, mais il n'est pas possible de faire ça dans une espèce d'esprit néocolonial.